Épisode 3, Éduquer sans imposer, ou ma vision de la maternité libre. Et si on réapprenait à être parent? Ma maternité s'inscrit dans une démarche de désapprentissage, celle d'élever sans reproduire, d'aimer sans posséder. Je partage ici mes 4 fondations, à la fois mouvantes et conscientes, entre rituel, curiosité, vulnérabilité et réinvention. Ce sont les repères qui me guident dans ma parentalité bienveillante, non pas comme des vérités à imposer, mais comme des pistes pour grandir avec mes enfants dans un lien libre, fluide et critique. Premièrement, questionner sa propre éducation. Il y a des règles que j'ai apprises puis que j'ai maintenant le réflexe d'imposer. Je pense que c'est assez commun. On applique les concepts qui nous ont été transmis parce que c'est ce qui nous a formés et qui fait maintenant partie de nous, qu'on le veuille ou non. C'est un langage éducatif qu'on parle presque malgré soi, un ensemble de réflexes culturels, émotionnels, parfois même générationnels, qui surgissent sans qu'on les ait vraiment choisis. J'ai l'immense privilège d'avoir des enfants qui, depuis très jeunes, remettent en question l'autorité. Pas de manière très confrontationnelle, mais plutôt emplie de curiosité et de réel désir de comprendre le pourquoi derrière le comment. Et cette posture me force, mais avec douceur, à ralentir, à décortiquer mes automatismes. Ça me donne la chance de questionner les consignes que je donne par défaut, celles que j'aurais cru évidentes il y a quelques années à peine. Est-ce que cette règle est vraiment nécessaire dans la famille que j'élève maintenant, dans le contexte unique de notre quotidien à nous? Est-ce qu'elle soutient réellement les valeurs que je souhaite transmettre, ou est-ce simplement un vieux réflexe hérité d'une autre époque? Est-ce que j'y tiens profondément, ou est-ce que je pourrais l'assouplir, l'ajuster, voire l'abandonner, pour faire plus de place aux personnalités de mes enfants, à leur autonomie, à leur façon d'être au monde? Ce dialogue constant m'apprend que l'autorité peut être un espace de co-construction, pas un simple rapport de force, et que parfois, désapprendre est aussi essentiel que de transmettre. Ensuite, un aspect vraiment important pour moi, c'est se laisser être vulnérable. C'est un point qui peut sembler difficile, inconfortable même, parce qu'il n'y a pas de ligne claire à suivre. La frontière est souvent floue entre vivre avec authenticité ses émotions devant ses enfants et leur en transmettre le poids, entre montrer qu'on est humain, humaine, et risquer de devenir une figure qu'il faut rassurer au lieu d'être celle qui rassure. Et pourtant, je crois profondément qu'il est sain et même nécessaire que nos enfants nous voient vulnérables. Qu'ils sachent que les adultes, c'est pas des statues inébranlables ni des machines à contrôler leurs émotions. Que parfois on pleure, parfois on est frustré, fatigué, dépassé, et que c'est pas grave parce que ça fait partie de la vie humaine. La clé, je pense, c'est une communication continue, saine, transparente. Mettre des mots, adapter le langage, selon leur âge bien sûr, mais toujours revenir à eux et à elles. Leur dire, par exemple, « C'est pas de ta faute si je pleure, je suis juste triste aujourd'hui et c'est une émotion qui existe et qui a besoin de sortir. » Ou encore, « J'ai crié tantôt, puis j'aurais pas dû. C'est pas toi le problème. J'ai eu peur, par exemple, ou j'étais trop fatiguée et je suis désolée. » Demander pardon, nommer ses propres émotions, expliquer qu'on apprend encore, même adulte. Tout ça participe à leur montrer que la force ne réside pas dans le contrôle permanent, mais dans la capacité à s'ajuster, à réparer et à être vrai. À long terme, je pense que ça leur offre un cadeau précieux, celui de ne pas avoir à jouer un rôle, de ne pas croire qu'ils doivent être parfaits ou toujours solides pour mériter l'amour. C'est voir qu'on peut être vulnérable et aimé, vulnérable et digne et stable malgré tout, alors peut-être qu'ils vont apprendre à l'être aussi, sans honte. Ensuite, il y a laisser place à leur curiosité et leur créativité. Je suis vraiment pas parfaite et je prétends pas l'être. J'ai pas toujours le temps ou la patience de ralentir ce qu'on est en train de faire pour répondre à la 100e question du jour. Comment c'est fait? Pourquoi ça existe? Est-ce que ça a une âme? Parfois je soupire, parfois je dis pas maintenant. Mais autant que possible, j'essaie de m'armer de patience, de me déposer dans le moment, de laisser les conversations se déployer doucement comme des bourgeons. De demander aux enfants ce qu'ils et elles en pensent, d'écouter leur logique, leur poésie. Parce que c'est là que leur monde intérieur s'écrit et que le mien se transforme pour le mieux. C'est une invitation constante à lâcher le pilote automatique, à désapprendre l'urgence. Ça participe du ralentissement général auquel j'essaie de contribuer à ma petite échelle. Un ralentissement presque politique, un geste contre-productif, donc profondément anticapitaliste et même anti-patriarcal. Dire le monde n'a pas besoin qu'on aille plus vite, il a besoin qu'on écoute mieux. Alors on essaye de moins courir d'un bus à l'autre. On part un peu plus tôt, on observe ce qu'il y a sur les trottoirs, on s'arrête pour regarder un insecte, une feuille, une vitrine. On joue aussi, beaucoup. On bricole avec des trucs recyclés, on lit des histoires qu'on invente à moitié. On laisse leurs mains faire et leurs pensées vagabonder. Je crois que c'est comme ça qu'est née la vraie créativité, dans un espace libre, non jugé, non pressé. Et je veux autant que je le peux leur offrir ce privilège, celui d'avoir le droit de penser autrement, de poser des questions bizarres, de rêver plus large que ce qu'on attendait d'eux.
Quatrièmement, incorporer la spiritualité. Comme pour le reste des activités qu'on fait, j'ai jamais imposé les rituels à mes enfants. Je voulais pas que la magie devienne une obligation de plus, un devoir à accomplir ou une case à cocher. Mais je leur ai parlé de mes rituels à moi, de mes croyances, de mes intuitions, en laissant toujours une place ouverte aux questions, aux doutes, aux désaccords. Je leur ai montré que croire, ce n'est pas savoir. C'est choisir d'entretenir du sens, du lien, de la beauté, là où on peut. Un jour, presque naturellement, le désir de faire de la magie est venu d'elle et de lui. Pas pour imiter, mais pour explorer. Inventer leurs propres gestes, leurs propres intentions, leurs symboles. Il n'a jamais été question de reproduire mes pratiques à l'identique, mais plutôt de créer ensemble un espace malléable, accessible, qui nous ressemble. Ces moments-là sont souvent calmes, suspendus et surgissent sans prévenir. Ils deviennent des bulles de présence où on pose des questions importantes, des questions auxquelles il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. J'ai découvert que la spiritualité, quand elle est libre et douce, ouvre chez elle un accès étonnamment naturel à l'introspection. Certains sujets, peut-être plus difficiles à aborder frontalement dans la vie de tous les jours, trouvent soudain leur place dans un cercle de bougies ou entre deux tirages de cartes. Et au-delà du moment partagé, ça leur donne quelque chose de précieux. Ça évite cette coupure brutale qu'on connaît souvent entre la magie de l'enfance et la spiritualité de l'adulte, qu'on redécouvre plus tard, un peu cabossée. Ça leur offre des outils simples mais profonds pour cultiver un rapport au mystère, à l'intuition, à leur propre monde intérieur. Et peut-être pour garder une touche de féerie avec eux encore longtemps, même quand les autres diront que c'est plus de leur âge. Un petit mot de la fin. En gros, tout comme avec mes autres relations empreintes d'amour, j'essaie de voir mes enfants comme des humains libres et entiers, qui ne m'appartiennent pas. Mon corps a peut-être construit les leurs, mais leur âme, leurs élans, leurs rites profonds sont entièrement les leurs. Ils ne sont pas une extension de moi ni un projet à réussir. Je me considère comme une invitée privilégiée dans leur processus de devenir. Mon rôle, c'est de les accompagner avec présence, d'apporter tout ce que je peux de bon, de structure, d'amour, de soutien, sans oublier de faire le tri dans ce que j'ai reçu moi-même. D'éviter autant que possible de reproduire mes patterns plus lourds, plus négatifs. Et surtout, pas les façonner à mon image, mais les laisser devenir qui ils et elles sont réellement, au rythme qui est le leur, avec la fluidité et les contradictions que ça implique. C'est un lien qui est mouvant, vivant. Rien n'est figé. Il faut écouter, se taire parfois, observer, ajuster. Et pour ça, il faut cultiver 2 qualités essentielles que j'apprends encore à affiner chaque jour, la patience et la résilience. La patience pour accueillir les cycles, les retours en arrière, les 1000 versions d'eux-mêmes qui se succèdent et parfois s'opposent. La patience aussi envers moi-même qui ne peut pas tout bien faire, tout deviner, tout contenir tout le temps. Et la résilience pour continuer malgré la fatigue, malgré les remises en question, malgré les jours où on doute, où on échoue, où on répète sans le vouloir ce qu'on avait juré d'éviter. Recommencer, réparer, recommencer encore, tenir mais sans enfermer. Finalement, aimer des enfants libres, c'est un peu comme entretenir un petit feu de camp. On ne l'enferme pas dans une cage, on le protège du vent trop fort, on lui offre du bois avec soin et on s'émerveille de sa lumière sans jamais prétendre le contrôler. La semaine prochaine, l'épisode 4 aura pour thème la magie au quotidien, avec des trucs et des exemples pour saupoudrer sa vie de connexion spirituelle avec facilité et simplicité. Abonne-toi!